Vous écoutez la voix de la fraternité, la radio de l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Auditeurs, auditrices de la radio La Voix de la Fraternité, bonsoir, bienvenue dans votre émission spéciale parce que nous recevons aujourd'hui un invité spécial, Monsieur le ministre Kwadwo Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale. Candidat à la présidentielle de 2015 et 2020, Kwadwo Konan-Bertin se révèle aujourd'hui comme l'homme politique ivoirien, détenteur du destin de la Côte d'Ivoire. Il se repositionne sur la scène politique ivoirienne avec une grande mission, celle de réconcilier tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il en a à charge le ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale. Poste qu'il occupe aujourd'hui suite à sa nomination le 15 décembre 2020 sous proposition du Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Kwadwo Konan-Bertin n'est pas né de la dernière pluie. Né le 26 décembre 1968 à Lakota dans le sud de la Côte d'Ivoire, d'une mère Dida et d'un père Baoulé, Kwadwo Konan-Bertin se définit comme le fruit d'un métissage ivoirien. Il est l'aîné d'une famille de 6 enfants. Ses débuts dans la sphère politique ivoirienne sont remarquablement positifs pour être aujourd'hui à ce stade de la vie politique. En effet, étudiant à l'université d'Abidjan, il s'oppose à la toute-puissance de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, qu'il juge trop radicale et crée en 1994 la cellule de réflexion et d'action concrète, CERAC. Titulaire d'une maîtrise d'allemand option communication d'entreprise, il se considère comme un pur produit de l'enseignement public ivoirien. Monsieur le ministre Kwadwo Konan-Bertin, merci d'avoir accepté notre invitation et les auditeurs de la radio La Voix de la Fraternité sont ravis de vous avoir parmi nous. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire déjà pour débuter cette émission, Monsieur le ministre? Remerciements au nom de la délégation du ministère qui nous accompagne pour l'accueil si chaleureux. Bien sûr, à l'Ivoirienne qu'il a bien voulu nous accorder. Je rentre dans ces locaux. Il faut que je vous dise tout de suite l'impression qui me frappe de voir un outil aussi important comme cette radio, qui est une innovation de taille, inédite, un instrument de rapprochement entre les Ivoiriens qui vivent ici donc dans cette diaspora des États-Unis. Comme vous le savez vous-même, les États ici sont loin les uns des autres et les Ivoiriens sont de plus en plus nombreux qui y vivent. Donc cet instrument-là est un instrument puissant, mais de rapprochement, de sorte qu'ils se sentent donc ivoiriens loin de leur pays et qu'ils continuent de fraternité et vivre leur passion pour leur pays. Évidemment, comme vous pouvez le constater, notre pays, naguère un havre de paix, a traversé beaucoup de secousses. Des divisions, des coups d'État, même la guerre. C'est notre histoire désormais. Il ne faut pas en avoir honte. Il faut en parler. Bien sûr, cette histoire existe pour qu'on l'interroge, pour que nous sachions d'où nous venons, qui nous sommes et nous allons où. En réalité, cette histoire existe pour que nous puissions puiser à l'intérieur pour forger le vrai destin de la Côte d'Ivoire. Eh bien, après donc qu'on ait connu cette guerre, arrive au pouvoir son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a posé un diagnostic clair. Plus rien ne nous sera possible en tant que peuple si nous ne revenons pas à la paix, si nous n'allons pas à la réconciliation, pour unir nos forces et notre destin. Et donc, il a multiplié les actions et les moyens pour reconstruire cette paix, jusqu'à créer récemment, il y a 20 mois environ, le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, qu'il a bien voulu donc, nous confier. Je voudrais donc lui dire merci au passage. Ce ministère a dans ses attributions quelques éléments que vous me permettrez donc de vous indiquer succinctement. Il s'agit pour nous, dans ce ministère est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de réconciliation et de cohésion nationale. Okay. À ce titre, il est en liaison avec d'autres départements ministériels concernés, bien entendu. Il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes.
mise en œuvre de la politique de renforcement et de promotion de l'unité nationale, la promotion et mise en œuvre des actions de réconciliation et de cohésion nationale, maintien et renforcement de la cohésion entre toutes les composantes de la nation ivoirienne, évaluation des stratégies et d'actions de réconciliation et de cohésion nationale, renforcement et promotion de la démocratie, renforcement du cadre juridique, la promotion de la réconciliation, de la cohésion, ainsi de suite, sont autant, n'est-ce pas, d'éléments qui sont donc contenus dans notre attribution sur lesquels nous travaillons pour rebâtir donc l'unité nationale. Alors, vous avez parlé de vos attributions, des objectifs et donc de la politique gouvernementale du ministère de la Réconciliation. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de toutes ces actions et quels sont les faits majeurs ou marquants depuis votre nomination? Alors, j'ai un principe. C'est vrai que ça fait 20 mois que nous sommes là. Et il est trop tôt de parler de bilan. Ce que je veux dire aux Ivoiriens, c'est que nous sommes résolument engagés, n'est-ce pas, dans la voie de la réconciliation. D'accord. Il y a 20 mois, l'ambiance était vraiment délétère en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'Ivoiriens s'interrogeaient sur ce que serait la Côte d'Ivoire parce que Gbagbo était en exil. Ça faisait 10 ans. Blé Goudé y est encore. Il y a encore quelques-uns. Il y a 20 mois, il y avait quelques prisonniers. Il y a 20 mois, voilà, tout le monde connaissait la situation. Aujourd'hui, nous savons très bien. Le président Laurent Gbagbo est rentré. La quasi-totalité des exilés est rentrée au pays. La Côte d'Ivoire a été retirée donc des pays à risque par le système des Nations Unies. C'est la preuve qu'en Côte d'Ivoire, les conditions de paix intérieure sont réunies. Et nous pouvons bâtir. Je vais vous demander sans doute de faire un tour à Abidjan. Vous allez vous rendre compte que depuis une dizaine d'années, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a remis la Côte d'Ivoire sur le train, sur le rail du développement. Les ponts sont en construction à longueur de journée, les boulevards s'ouvrent à longueur de journée, les autoroutes sont là pour l'attester et le train de vie des Ivoiriens s'améliore. Notre démocratie elle-même se bonifie. Ça fait quelques mois que nous faisons de grandes élections. La dernière en date, c'est la législative la plus exclusive de l'histoire de notre jeune démocratie qui a été donc apaisée, qui a vu donc la participation de l'opposition qui siège aujourd'hui au Parlement, qui joue son rôle. Exactement. Pas, au Parlement. Je dis bien, notre démocratie se bonifie, elle devient même exemplaire. Donc il faut faire en sorte de renforcer tout cela. Pour dire qu'il est trop tôt de parler de bilan, mais ce que je peux dire, c'est que la Côte d'Ivoire renoue avec son vrai destin, de pays de paix, de pays stable. Et donc je peux l'attester, je suis ici pour ça. Inviter les Ivoiriens à croire en ce processus de réconciliation et qu'ils comprennent très bien que plus rien ne peut donc les obliger à être à l'étranger. On est bien que ce soit. Il faut qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire. Effectivement. Leur pays a besoin d'eux pour se reconstruire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, dans votre mission, est-ce qu'il y a des obstacles que vous êtes amenés à franchir constamment dans l'accomplissement de cette mission? Vous savez ce que c'est que la réconciliation? C'est travailler sur les susceptibilités, je dirais même les humeurs des uns et des autres. C'est la chose la plus difficile au monde. Parfois, quand l'orgueil s'invite dans le débat, ça devient un peu compliqué. Ça suppose qu'il faut avoir en soi-même des qualités, des valeurs d'humilité, de tolérance, de don de soi, de disponibilité. Oui, il faut y aller quand on y croit, s'investir résolument, parce que ce n'est pas la matière facile. Pour le reste, je peux vous dire qu'il y a une chose que je constate, c'est que les Ivoiriens eux-mêmes, en général, sont fatigués de se battre. Le peuple entier aspire à la paix. C'est d'ailleurs une des chances que nous avons en arrivant à ce poste. Je constate qu'il y a une volonté du peuple qui s'affiche d'aller à la paix. Il y a aussi une volonté du gouvernement qui est affichée d'aller à la paix. Dès lors que ces deux volontés d'aller à la paix se rencontrent, vous voyez que les choses se mettent facilement en place. Nous avons une chance extraordinaire. C'est que le chef de l'État lui-même donne l'exemple de ce qu'il est disposé à aller à conduire son peuple à la paix. Et très tôt, il a tendu sa main à tous ses adversaires d'hier. Tous ceux qui ont saisi la main tendue du président sont rentrés en Côte d'Ivoire et ils vaquent tranquillement à leurs occupations. La vie se normalise, la Côte d'Ivoire se porte de mieux en mieux et les Ivoiriens se parlent aujourd'hui beaucoup plus qu'ils se parlaient hier. Il faut renforcer cela, il faut travailler à cela, il faut continuer de sorte que les prochaines élections municipales viennent la tester et qu'en 2025, nous démontrions au reste du monde le génie ivoirien. Pour que la Côte d'Ivoire se mette au travail, parce que ce qui importe, c'est quel avenir on donne à nos enfants, quelle Côte d'Ivoire on donne à nos enfants, puisque, au fond, on l'avait dit, chaque génération doit avoir le souci de léguer aux plus jeunes
puisqu'elle a obtenu de ses devanciers. Foy et ceux qui l'ont accompagné nous ont laissé une Côte d'Ivoire debout, solide. Oui, nous en avons profité abondamment. Nous avons le devoir de laisser à nos enfants et à nos petits-enfants une Côte d'Ivoire plus solide, qu'on a hérité de Houphouët-Boigny, plus prospère qu'on a hérité de Félix Houphouët-Boigny. Ça suppose, ça demande que nous laissions derrière nous le passé pour regarder l'avenir, conjuguons nos efforts, oublions nos ressentiments, allons-y à l'unisson, mettons un peu d'amour dans nos cœurs pour le prochain et bâtissons notre pays si nous l'aimons. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, la Côte d'Ivoire se porte de mieux en mieux et c'est notre mission de bâtir une Côte d'Ivoire prospère, encore plus solide. Ce sont les mots de notre invité de ce soir, Monsieur le ministre Kouadio Konombertin, auditeur, auditrice de la radio La Voix de la Fraternité. Restez avec nous, nous vous reprenons tout à l'heure sur les antennes de la radio La Voix de la Fraternité après cette pause musicale. Vous écoutez La Voix de la Fraternité, la radio de l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis.
la voix de la fraternité, la radio de l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Auditeurs, auditrices de la radio La Voix de la Fraternité, nous sommes de retour de votre radio, la radio de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique. Et nous recevons aujourd'hui un invité de marque, Monsieur le ministre de la Réconciliation, Kouadio Konan-Bertin. Monsieur le ministre, nous sommes de retour avec vous et nos auditeurs ont plein de questions, mais nous avons vu votre passage au niveau de Paris. Parlez-nous un peu de cette mission. Bien, alors, quand nous arrivons à la tête du ministère, notre priorité, à la demande du chef de l'État, c'était justement d'initier des actions qui remettent la confiance et qui recréent la confiance entre les Ivoiriens. D'accord. Donc, une des priorités a été donc de favoriser le retour des Ivoiriens en exil. Je vous ai dit que sur près de 300 000 au départ, plus de 290 000 quasiment sont rentrés en Côte d'Ivoire. Nous avons compris qu'il fallait maintenant faire le tour du monde où se trouvent donc les Ivoiriens. D'accord. Nous avons commencé en France, parce que la destination première de tout bon Ivoirien, c'est Paris, c'est la France. Exactement. Là où se trouve le gros lot de nos compatriotes, de nos concitoyens. Et nous y avons rencontré donc, tous les Ivoiriens, qu'ils soient des partis politiques, des ONG et même des Ivoiriens tout court. Ils ont répondu d'ailleurs nombreux à notre appel. Nous avons parlé avec eux pour leur donner les informations du pays sur le processus de réconciliation qui est en cours, les rassurer de ce que désormais plus rien ne doit s'opposer ou ne s'oppose à leur retour, de leur communiquer la confiance qu'ils doivent avoir en leur pays et leur dire l'engagement du président de la République à faire rentrer tout le monde sans inquiéter personne. Le premier d'entre eux qui est rentré, c'est bien le président Laurent Gbagbo. Tout le monde sait qu'il était condamné à 20 ans de prison. Malgré cela, aujourd'hui, au nom de ce que nous avons appris à nous parler à nouveau, il vient donc de bénéficier de la grâce présidentielle. C'est-à-dire que désormais, tous les Ivoiriens peuvent rentrer. Nous avons été les rassurer. Je crois qu'ils ont compris. Et depuis ce jour-là, vous avez vu par exemple quelques exemples. Annie Kelly est rentrée, Gabou Gali est rentré, pour ce qui est des artistes. Ils sont comme ça nombreux qui rentrent tous les jours. Après Paris, après la France, nous avons mis le cap sur la Grande-Bretagne, où se trouve également un bon lot de nos compatriotes. Nous leur avons tenu le même message. Et aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis. J'espère que les Ivoiriens répondront nombreux à notre invitation pour qu'ils comprennent. Parce qu'au-delà de tout, il y a l'autre dimension qui est la dimension économique de la réconciliation. Vous savez, aucune oreille ne sera attentive, n'est-ce pas, au message de paix, de réconciliation, si tant que les Ivoiriens ont faim. Il faut faire en sorte que nous puissions créer la croissance, la prospérité, la partager équitablement entre toutes les filles et les fils du pays. Nous savons à ce niveau-là le rôle important que peut jouer la diaspora ivoirienne. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont construits par leur diaspora. Nous savons le poids économique que peut constituer une diaspora. Nous savons que parce que vous vivez ici, vous vous frottez aux autres civilisations, vous rencontrez des hommes qui veulent investir dans l'argent. Il faut leur indiquer la destination Côte d'Ivoire et leur dire que désormais, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus à avoir peur d'aller investir en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez bien que dans ce processus-là, l'Ivoirien, la diaspora, a sa place. Et c'est important. Et comme le président nous a instruit de faire en sorte que cette réconciliation soit inclusive, qu'on ne laisse personne sur le bord d'un espace de rail, nous partons partout où se trouvent les Ivoiriens pour les inviter justement à jouer pleinement leur partition. Voici ce qui explique que nous ayons pris notre bâton de pèlerin pour faire le tour du monde, pour fréquenter, visiter tous les Ivoiriens, là où ils se trouvent, pour leur dire que leur pays a retrouvé son destin de pays de paix, leur pays les attend, leur pays les appelle, que chacun vienne pour jouer sa partition. Unis, nous serons forts. Ensemble, nous pourrons bâtir. Mais divisés, plus rien ne sera possible. Il faut que les Ivoiriens comprennent que c'est vrai. Mais désormais, la guerre appartient à notre histoire, c'est notre passé. Il faut regarder ce passé-là, le mettre derrière nous. Il faut regarder l'avenir. Parlons-nous à nouveau. Aimons-nous les uns les autres. Parce qu'on aime la Côte d'Ivoire et mettons-nous ensemble pour rebâtir notre pays. Merci, monsieur le ministre. Alors, vous m'avez emboîté le pas sur ce qui vous a mené aux États-Unis. Et donc, vous avez déjà répondu à cette question par rapport à votre mission de réconciliation. Mais pourquoi les États-Unis d'Amérique ? Parce que
je vous ai expliqué. J'ai fait la France, j'ai fait la Grande-Bretagne. L'autre destination où se trouve le grand nombre d'Ivoiriens, c'est bien les États-Unis. Nous sommes ici parce que ici également, nous avons cette chance d'avoir beaucoup d'Ivoiriens qui ont pu se réaliser aux États-Unis, qui peuvent servir de modèle en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de leur expliquer, qu'ils viennent donc dire leur exemple de succès, de modèle à leurs frères ivoiriens. Donc les Ivoiriens aux États-Unis devront être aussi pris en compte par ce processus qui est en cours. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous allons faire une petite pause et nous revenons tout à l'heure. Auditeurs, auditrices de la radio La Voix de la Fraternité, restez connectés. Vous écoutez La Voix de la Fraternité, la radio de l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis.
Vous écoutez La Voix de la Fraternité, la radio de l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Auditeurs, auditrices de la radio La Voix de la Fraternité, nous sommes de retour sur les antennes de votre radio, la radio de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique. Et nous recevons aujourd'hui notre invité, un invité de marque, Monsieur le ministre Kouadio Konan-Bertin. Nous avons parlé de sa mission, de son ministère et de ses attributions donc depuis la nomination de ce ministère. Mais nous allons parler des premières expériences donc de Monsieur le ministre. La première fois donc où vous avez pris votre poste, c'était quoi le type de journée que vous avez eu à vivre? Alors, je voulais vous dire la chose suivante. Vous savez, je suis arrivé à ce poste dans un contexte assez particulier. Nous sortions d'une élection. L'opposition tout entière avait appelé à boycotter l'élection. Tout le monde sait que j'ai été en 2015 adversaire du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. En effet. Là encore, en 2020, je suis candidat à l'élection présidentielle. À partir du moment où les partis significatifs avaient demandé le boycott et que moi-même, je suis donc du PDCI-RDA, j'ai été considéré comme un traître. Celui qui a vendu la Côte d'Ivoire et qui s'est fait acheter. Mon montant, tout le monde connaît. 500 millions, ça varie selon... Et pourtant, j'avais pris la pleine mesure de ce qui attendait le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que j'ai été témoin de 2010 et 2011. Je ne souhaite plus que cette horreur que nous avons vécue arrive à mon pays. Et si ça devait encore une fois arriver à la Côte d'Ivoire, je ne vais plus y participer. J'ai pris fait et cause pour la paix. J'ai pris fait et cause pour la paix et ce n'est pas cette grande rencontre au palais présidentiel entre le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, qui me fera regretter l'acte que j'ai posé. Je suis un homme heureux, parce qu'en harmonie avec ma conscience, j'ai été utile à mon pays. Ce que je souhaite, en mettant les pieds dans ce domaine, la politique, parce que je sais que la politique porte sur les vies humaines. Pour les améliorer, il faut d'abord les protéger, ces vies-là. Je me suis fixé pour objectif de faire la politique en préservant les vies humaines. Jamais, et je prie Dieu qu'il en soit ainsi tout le temps, un acte qui vient de moi ne doit conduire à la mort d'autrui. Jamais un propos que je prononce ne doit déboucher sur la mort de quelqu'un dans ma vie. Si je l'ai réussi toute ma carrière, je vais rendre gloire à Dieu. Et voilà que j'arrive à ce poste-là pour réconcilier les Ivoiriens. Pendant que j'ai à dos mon parti, le PDCI, pendant que j'ai à dos le PPACI, pendant que j'ai à dos toute l'opposition, eh bien, ça va être une tâche difficile. Mais quand j'arrive, la première chose, quand je mets mes premiers pas dans une salle de conseil de gouvernement, de conseil de ministres, gouvernement, ça coïncide avec des affrontements à Guézon, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Déjà, sur les réseaux sociaux, on annonce 3 morts. Et je me suis retrouvé là, ministre de la Réconciliation. Je me dis, mais à quoi est-ce que je vais servir si j'ai fait mon baptême de feu dans un environnement pareil? Je n'ai même pas encore de véhicule. Je n'avais rien. On venait à peine de me nommer. J'ai demandé au ministre d'État, ministre de la Défense, de me donner un véhicule tout de suite. Il faut que j'aille à Guézon. Bon, les uns et les autres m'ont dit, non, mais monsieur le ministre, vous ne voyez pas que c'est encore chaud. J'ai dit, ça représentait un risque quand même. Il faut que j'y aille. Oui, déjà 3 morts d'Ivoiriens. Ma seule mort, qu'est-ce que ça va changer à la Côte d'Ivoire? Il faut freiner l'hémorragie. Il faut que je sois sur les lieux. Je prends donc mon véhicule et je me rends à Guézon. Malheureusement, le temps que je quitte Abidjan jusqu'à Guézon, on avait déjà dénombré 9 morts. J'arrive, il faut que j'aille au contact physique des populations. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Je me dirige tout de suite vers la communauté Oué, les autochtones, ceux qui ont donc accueilli les autres. Je trouve donc une foule immense de parents Oué, déboussolés, en larmes, qui pleurent. Sur le regard, il n'y a qu'un seul message, la vengeance. Il faut en découdre avec ceux, d'après eux, leurs bourreaux. Tout de suite, les conditions étaient réunies pour un affrontement et me voici devant ce peuple. Ces populations meurtries dans leur chair, qui pleurent. Et j'arrive. Le ministre de la Réconciliation arrive. J'ai demandé ce jour-là à Dieu de me donner les mots justes pour que, je puisse non seulement apaiser ce monde, mais qu'il ne se retourne pas contre moi pour me lyncher. J'étais sans garde-corps, sans policiers, sans gendarmes. J'ai été devant ses parents. Et Dieu m'a mis à bouche
les mots qu'il fallait pour apaiser ses parents. J'ai fait le tour de toutes les maisons qui ont été incendiées. J'ai été consolé et essuyé les larmes de toutes les familles. 9 morts, 9 familles. J'ai fait le tour avant de faire asseoir les parents pour m'adresser à eux. Il y avait un couvre-feu. J'ai dû demander au préfet des régions de lever le couvre-feu. Et je suis resté avec eux jusque tard la nuit pour m'assurer que nous avons pu les apaiser. Après, il faut mettre le cap sur les Ivoiriens du Nord, qu'on appelle communément les Dozo, avec qui ils ont eu donc maille à partir ce soir-là. Là aussi, je me suis adressé à eux, jusqu'à tard la nuit. J'ai passé la nuit pour m'assurer le lendemain que tout allait bien. Je suis reparti encore sur les lieux en leur promettant de revenir. Et aujourd'hui, je voulais donc bénir le nom du Seigneur qu'on ait pu calmer cette situation. J'ai été par la suite 2 ou 3 fois dans ces localités pour m'assurer que, eh bien, le vivre ensemble fait son retour et que les gens sont prêts à se pardonner. Vous voyez, c'était mes premiers pas quand j'arrive à ce ministère. Et c'est constamment comme ça partout. Aujourd'hui, on ne sait pour quelle raison. Il y a donc cette tendance à régler les problèmes par la violence, à brûler. Je dis aux Ivoiriens, la braise n'est pas une expression, n'est pas un mot d'expression. Il peut y avoir des conflits tant qu'on en vit en communauté, tant qu'on est si différent, il peut y avoir des conflits. Mais on peut régler nos conflits en dehors de la violence, en dehors des tueries. C'est ça qu'il faut dire aux Ivoiriens. C'est pratiquement quelques actions comme ça qu'on a eues, sans oublier la partie nord de la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui en proie à quelques difficultés du fait de ce que au nord, au Burkina, au Mali, un peu partout, le djihadisme eh bien, a forcément des répercussions sur nos frontières. Et nous battons au quotidien pour que justement la Côte d'Ivoire ne bascule pas. Nous sommes obligés d'être auprès des parents pour leur parler que l'ennemi, c'est comme le lézard. Et il n'a du chemin que quand le mur est fissuré. Tant que nous serons unis, parce que le djihadisme et tous ses ennemis ne prospèrent que de notre division. Si nous sommes unis, si nous sommes soudés, nous ne laissons pas de place pour le djihadisme eh bien, de descendre au sud et s'emparer de la Côte d'Ivoire. Donc ça suppose que nous soyons tout le temps dans les négociations, dans les débats intercommunautaires auprès des populations. Encore qu'il faut se réjouir que le gouvernement lui-même ait compris que là où il y a la misère, c'est bien le terreau fertile pour que prospèrent toutes sortes de négations. Le gouvernement investit, mais à outrance, au nord aujourd'hui, pour apporter l'école primaire, pour apporter l'eau potable, pour apporter les dispensaires, pour que les Ivoiriens sentent l'État à leur côté, qu'ils ne soient pas la proie facile des vendeurs d'illusions. Voici le combat quotidien que nous menons. Et puis donc, c'est au grand jour, tous les jours qu'on le fait. Moi, je parle du principe que chez moi, ma culture, on dit chez moi, il faut agir et laisser les autres apprécier et laisser les autres dire. Je ne suis pas en mesure de vous dire ici, mes premiers jours, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, il appartient aux Ivoiriens de nous juger. Nous sommes au travail, c'est ce que je peux leur dire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et donc, ça reste un départ très challengeant dans votre mission en tant que ministre de la Réconciliation. Et donc, vous commencez déjà dans un terrain qui est hostile, dans un affrontement, et vous devez maintenant résoudre des problèmes. Et suite à cela, et donc suite à la réconciliation, suite à votre départ, comment la population se porte aujourd'hui au niveau du Nord après votre départ? Est-ce que vous avez reçu des remerciements de la population? Comment ça s'est passé? Vous savez, le premier des réconciliateurs, et l'architecte de la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est bien son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. C'est à lui les remerciements. Et je suis heureux que chaque jour, quand les Nations Unies, quand la communauté internationale, quand tous nos amis de l'extérieur l'appellent au quotidien pour le féliciter, pour se réjouir que la Côte d'Ivoire va mieux, nous sommes tous contents, nous, ces outils qu'il a pour l'accompagner, ces instruments qu'il a pour l'accompagner. Et donc, un jour, il était là il n'y a pas si longtemps. Quand vous aurez l'occasion, vous poserez cette question au chef de l'État. Il n'y a pas de problème, monsieur le ministre. Et je crois bien que pendant l'indépendance, il a fait un si beau discours, un si grand discours mémorable. Et il a commencé par des propos que je ne peux jamais oublier. La paix de retour. La Côte d'Ivoire se porte bien. Quand ça sort de la bouche du chef de l'État, ça veut donc dire que les Ivoiriens doivent y croire, il est sincère et que la paix est de retour. Il faut l'aider à bâtir cette paix et à la consolider. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Auditeur, auditrice de la radio La Voix de la Fraternité, la paix est de retour en Côte d'Ivoire. Ce sont les mots de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ces mots qui ont été cités par notre invité aujourd'hui, monsieur le ministre de la Réconciliation, monsieur Kakabé. Alors, monsieur Kakabé, on va partir tout à l'heure en pause, mais bien avant cela, est-ce que vous avez des mots, donc un message pour la diaspora ivoirienne aux États-Unis? Alors, vous savez, je le dis à l'ensemble des Ivoiriens.
où qu'il se trouve. Par le passé, du temps de Félix Houphouët-Boigny, l'Ivoirien ne quittait pas la Côte d'Ivoire. Houphouët n'était pas de ceux qui incitaient ses compatriotes à quitter son pays. Parce que d'abord, on est mieux que ce soit, mais aussi parce que la Côte d'Ivoire a besoin de bras valides de ses enfants, de ses filles, de ses fils pour la construire. Effectivement. Mais aujourd'hui, le monde évolue. S'il y a bien d'autres nationalités qui prospèrent en Côte d'Ivoire, ça veut dire que des Ivoiriens peuvent aussi prospérer ailleurs. Donc, qu'ils soient ici, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Qu'ils ne soient pas contraints à être ici. Voilà ce qui est la différence. S'ils sont venus ici du fait de la guerre et qu'ils veulent retourner en Côte d'Ivoire, mon rôle, c'est de leur dire qu'on a créé les conditions pour qu'ils reviennent. Ceux qui veulent rester à l'étranger, là où ils sont, parce qu'ils y prospèrent, c'est leur droit. C'est leur droit. Et ce droit-là, nous le respectons. Sauf que nous les mettons en mission pour leur dire, quel que soit le temps que passera le morceau de bois dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman ni poisson. Vous serez aux États-Unis, c'est bien. Vous serez en France, c'est bien. Vous serez au Canada, c'est bien. Mais c'est une terre qui vous a vu naître, qui vous a nourri, qui vous a même éduqué, qui vous a mis à l'école. Vous avez le devoir d'apporter quelque chose à cette terre. De là où vous êtes, il faut que vous envoyiez à la Côte d'Ivoire des vibrations positives. Dans un premier temps, expliquez autour de vous que la Côte d'Ivoire est une destination, il faut y aller. Expliquez autour de vous que la paix est de retour, que tous ceux qui ont de l'argent à investir n'ont plus de raison d'avoir peur d'aller investir la Côte d'Ivoire. Ce havre de paix, ce pays, terre d'espérance, de prospérité. Donc, je mets tous les Ivoiriens en mission, partout où ils sont, parce que le sang ivoirien dans leur corps, il faut qu'ils parlent autour d'eux de leur pays et qu'ils poussent ceux qui peuvent investir à aller investir. Eux-mêmes, s'ils sont en capacité d'investir en Côte d'Ivoire, je les invite à aller investir en Côte d'Ivoire. Je vous ai parlé tout à l'heure de la dimension économique de la réconciliation. Oui, parce que vous ne serez pas heureux ici, même si vous prospérez, tant que vos cousins, vos tantes, vos oncles restés au pays ne sont pas heureux, ils vivent dans la misère. Vous devez tous contribuer à créer du bonheur sur le sol ivoirien. Voici le message que je vais lancer à l'ensemble des Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, et principalement à ceux des États-Unis, là où nous sommes. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Auditeurs, auditrices de la radio La Voix de la Fraternité, restez connectés avec nous sur votre radio, la radio de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes avec notre invité, monsieur le ministre de la Réconciliation, qui pourra donner ses derniers mots suite à cette pause musicale. Restez surtout connectés. Vous écoutez La Voix de la Fraternité, la radio de l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis.
Vous écoutez La Voix de la Fraternité, la radio de l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Auditeurs, auditrices de la radio La Voix de la Fraternité, nous sommes de retour dans notre émission spéciale avec notre invité spécial, Monsieur le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Monsieur Kouadio Konan Bertin. Monsieur le ministre, suite à notre entretien tout à l'heure, nous avons vu vos missions, vos objectifs, ce que vous rencontrez comme challenge et ce que vous voulez envoyer comme message à la diaspora aux États-Unis d'Amérique. Et après ce message donc fort pour la diaspora aux États-Unis d'Amérique, est-ce qu'il y a un message en général pour les Ivoiriens? Parce que c'est vrai que vous avez parlé de réconciliation, de paix, de retour donc de la paix en Côte d'Ivoire. Mais quel est le message de façon générale en tant que ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale pour les Ivoiriens? À tous les Ivoiriens, le président de la République me charge de vous dire que c'est même biblique qu'il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix. Nous avons trop longtemps ou consacré trop de temps à nous battre. Le président de la République me demande de vous dire que nous devons désormais faire de la place à la paix, à la réconciliation. Lui-même en premier, il donne l'exemple. Il n'y a qu'à regarder le retour sécurisé du président Laurent Gbagbo. Il n'y a qu'à voir les rencontres périodiques qu'ils ont. C'est inédit en Côte d'Ivoire d'avoir un chef d'État en fonction qui consulte régulièrement ceux qui l'ont précédé à ce poste. C'est une volonté de dire aux autres Ivoiriens, faites comme nous. Suivez nos pas. Si on vous a invité à faire la guerre, regardez ce que nous faisons maintenant et suivez-nous dans ce que nous faisons. Allons-y maintenant à la paix. Allons à la réconciliation. Parce que l'enjeu majeur, c'est le combat contre le sous-développement, contre la misère, contre les inégalités. Ces combats-là, on ne peut jamais les réussir tant qu'on est divisé. Regardez ce qui se passe autour de nous, le djihadisme. Regardez tous les mouvements autour de la Côte d'Ivoire. Tout ça nous interpelle et nous invite à la cohésion, à l'unité. Recherchons obstinément l'unité du peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays qui est riche de sa diversité. Nous avons beaucoup de tribus, nous avons beaucoup de couleurs blanches, de couleurs noires. Tout est en Côte d'Ivoire. C'est un carrefour, un melting pot, comme le modèle américain, tout le monde le sait. On s'est bâti un peuple avec un destin, je veux dire, Zassa. Est-ce que les Ivoiriens savent ce que c'est que Zassa? Je ne trouverai pas de mot français pour le décliner. Zassa, comme c'est le métissage. C'est le métissage. Il faut qu'on assume ça, au fond. Depuis qu'Oufou est décédé, vous savez, depuis quand il est mort, en 93, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde commence à chanter, continue de chanter ses louanges. Oufou est bon, Oufou est bon, Oufou est bon. Mais qu'a-t-il fait pour être si bon, de génération en génération? C'est le résultat de ce qu'il a fait là que nous devons assumer. Assumons ces conséquences du choix de Félix Houphouët-Boigny et faisons ce qu'il a fait parce qu'il a dit lui-même, il a tracé les sillons, c'est à nous de les élargir. Nous n'avons pas le droit de rétrécir les sillons qu'Oufou a tracés. Voyez-vous, Ivoiriens. Alors, ce qu'il reste à faire maintenant. Nous allons bâtir ensemble l'unité de notre peuple, de notre pays. Ça nous commande de nous aimer à nouveau, d'être ensemble. Ce qui est certain, au plan politique, nous avons fait le choix de la démocratie. On ne peut plus faire marche arrière. Les partis uniques, c'est fini. On est désormais dans le multipartisme. Tant qu'il y aura beaucoup de partis, il y aura beaucoup de pensées, il y aura beaucoup de présidents, il y a des militants dans chaque parti. Apprenons maintenant à maîtriser, à nous approprier les valeurs de la démocratie. Voilà. Si nous avons des différences, oui, on peut les exprimer par les bulletins de vote et non par la violence. Oui, arrêtons les boycotts actifs. Vendons au peuple des projets de société, des idées, et laissons le peuple faire ses choix de façon souveraine. Ce peuple-là le fera le faire. Faisons-lui confiance. Mais il nous faut construire cette maturité démocratique à notre sein. C'est pourquoi je me réjouis des avancées démocratiques qu'on a connues ces derniers temps. Et nous devons faire en sorte de les consolider pour ne pas faire mentir ce que nous disons aujourd'hui. Donc il y a donc
des enjeux majeurs qui commandent que nous soyons ensemble. Et je le répète, ensemble, nous serons plus forts et nous pourrons réussir de belles choses pour nos enfants demain. Voici le message d'ensemble que porte le ministère de la Réconciliation en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'est un message très fort, en tout cas, pour les Ivoiriens en général et pour les Ivoiriens de la diaspora aux États-Unis en particulier. Nous allons terminer notre émission tout à l'heure, mais permettez-moi de vous poser une question, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a un jour, donc, il y a une mission, une anecdote que vous avez par rapport à des missions que vous avez eues, qui vous ont marqué, donc des missions qui ont touché vraiment, qui ont captivé votre attention par rapport à ce que vous faites tous les jours en tant que ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale? Généralement, ces choses-là se disent après, pas en exercice. Pas en exercice. Effet. Je vous ai dit que bâtir, construire la réconciliation, c'est travailler sur des humeurs, sur des sensibilités, sur des états d'âme. Voilà, c'est pas toujours tout qu'il faut dire. C'est un ministère où, malheureusement, on agit beaucoup, on parle peu. Et on agit sans caméra. Quand vous vous rendez compte, c'est les résultats. Mais en dessous, vous pouvez vous imaginer. Un jour, je reviendrai. Il n'y a pas de problème, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la radio, La Voix de la Fraternité? Belle initiative, je ne laisse même pas finir la question. Belle initiative à encourager, à saluer. Je dis que c'est un instrument inédit. C'est quand même, nous sommes aux États-Unis. Les États sont loin les uns des autres, séparés. Beaucoup d'Ivoiriens vivent dans beaucoup d'États. Vous avez besoin de cet instrument pour les rapprocher. Franchement, c'est une innovation de taille. Et je voudrais saluer tous ceux qui ont pensé à construire cet instrument, en premier lieu l'ambassadeur. Et ce n'est pas pour rien qu'en Côte d'Ivoire, en tout cas au Conseil des ministres, j'assiste souvent à des propos élogieux à son endroit. Donc, je vous félicite au nom du gouvernement. Il faut maintenir le cap, il faut travailler. Je lui ai dit, et je le répète, ici, les Ivoiriens, quand on se retrouve tous en dehors de la Côte d'Ivoire, notre seul endroit commun que nous avons pour nous retrouver, c'est notre ambassade. Il faut que les Ivoiriens apprennent à fréquenter leur ambassade. Et notre tuteur légal, le premier, c'est notre ambassadeur. Je le répète, ça fait combien d'années que nous on vit? Je n'ai jamais vu un chef d'État, un président de la République nommer un ennemi au poste d'ambassadeur. Donc, il faut que les gens comprennent très bien. Ah, souvent, j'entends dire, oh oui, là, c'est l'homme de ceci. Oui, il faut nommer des gens à qui il a cru ambassadeur. Bédia a fait autant. Gbagbo a fait autant. Le président Ouattara en fait autant. C'est forcément un Ivoirien qui va occuper ce poste. Peu importe de quelle origine, de quelle religion, de quelle région de la Côte d'Ivoire il est issu. Fréquentez vos ambassadeurs. Fréquentez votre ambassade. C'est votre endroit. Faites-vous connaître. Faites-vous recenser. Oui, c'est important. Et je me réjouis que votre ambassadeur soit quelqu'un d'un esprit vraiment très ouvert. Je le félicite. Franchement, la première fois où je l'ai rencontré, j'ai découvert donc en lui ces qualités-là d'homme d'État engagé pour son pays, dévoué. Et je voulais vraiment le féliciter. C'est un bel instrument à encourager. Je vous félicite. Merci beaucoup. En tout cas, le merci, c'est à vous, donc Monsieur le ministre, pour être venu, avoir répondu présent à cette invitation. Les auditeurs et auditrices de la radio La Voix de la Fraternité ont été ravis de vous avoir sous nos antennes et nous sommes très ravis d'avoir participé à ce message fort qui est la réconciliation nationale pour les Ivoiriens en Côte d'Ivoire et aussi pour les Ivoiriens de la diaspora. Auditeurs, auditrices de la radio La Voix de la Fraternité, merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Vous écoutez La Voix de la Fraternité, la radio de l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis.